Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chères personnes intéressées par la protection du bruit. Au nom de la Ligue suisse contre le bruit, je vous souhaite une cordiale bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui se consacre à la construction dans le bruit. Je m'appelle Gabrielle Sutter, je suis conseillère nationale et présidente de la Ligue contre le bruit et serai votre modératrice pendant cette soirée. Nous allons parler aujourd'hui de protection contre le bruit et de densification, deux thèmes importants. Nous avons d'une part une forte croissance de la population, si bien qu'il faut davantage d'espaces d'habitation. Or, pour éviter le mitage, il faut créer ces habitations dans les zones urbaines existantes. La mobilité est en pleine croissance également et avec elle les problèmes de bruit de la route dans les villes. Nous avons donc d'une part le développement des villes en interne et d'autre part nous voulons assurer la protection contre le bruit. Est-ce possible? Or, si on regarde ce qui s'est écrit dans les médias au cours des derniers mois, l'on voit que c'est une question qui est très difficile. La N77 disait en décembre dernier que rien que dans la ville de Zurich, la construction de centaines d'appartements est bloquée en raison de la protection contre le bruit. Alors, est-ce que c'est vraiment la protection contre le bruit qui bloque la construction d'appartements ou est-ce plutôt le bruit qui bloque la construction d'appartements? En tout cas, c'est un thème que l'on parle souvent. Et fin décembre 2022, le Conseil fédéral a proposé différentes modifications dans la loi de la protection de l'environnement, des modifications qui sont directement liées à la construction dans un environnement bruyant. Nous allons en parler aujourd'hui avec les spécialistes, notamment avec Christa Perego et d'autres spécialistes qui vont intervenir ce soir. Je me réjouis d'avoir différentes personnes aujourd'hui, toutes spécialisées, qui vont pouvoir vous parler de ce sujet. Nous avons d'une part Sophie Ribaud, qui est juriste, spécialisée entre autres sur le droit de la construction et de l'environnement. Elle est membre du comité de la Ligue contre le bruit. Christa Perego est avocate et directrice adjointe d'Espace Suisse, l'association pour l'aménagement du territoire. Philippe Huber, responsable du groupe Construire, est spécialiste du bruit et des RNI. Il représente aujourd'hui le cercle bruit car il est responsable du groupe Construire du cercle bruit. Nous avons Urs Walker, avocat et chef de la division bruit et du RNI auprès de l'Office fédéral de l'environnement. Nous allons passer la parole en premier à Sophie Ribaud qui va nous présenter le projet du Conseil fédéral et soulever certains critiques de la Ligue contre le bruit. Ensuite, nous passerons la parole aux autres intervenants et intervenantes qui prendront position par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Je passe la parole à Sophie Ribaud et
bien sûr, après son exposé, il y aura une discussion. Vous pourrez poser vos questions via la fonction Q et R, questions et réponses au bas de votre écran, avec le petit symbole des bulles. Vous pourrez poser vos questions à travers cette app. Probablement que nous ne pourrons pas traiter toutes les questions. Je vous prie d'ores et déjà de nous excuser. Je passe maintenant la parole à notre membre de comité et collègue Sophie Ribaud. Merci beaucoup, Gabriela, pour cette introduction et la présentation de nos invités. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire de ce soir et merci de votre intérêt à cet sujet intéressant. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, on doit faire un retour en arrière. En effet, certains cantons ont mis en place la théorie des fenêtres ouvertes. Or, selon cette pratique, les valeurs d'émission ne devaient pas forcément être respectées à toutes les fenêtres des locaux sensibles au bruit, comme le prévoit la loi. Mais ils pouvaient être dépassés sur certaines fenêtres. Pour compenser cet affaiblissement de la protection contre le bruit, des mesures de compensation étaient nécessaires. Dans le canton de Zurich, par exemple, la pratique d'exécution garantissait, grâce au principe de compensation, que les logements disposant de locaux sensibles au bruit, sans fenêtres, pour lesquels la valeur limite d'émission était respectée, ils présentaient également un côté et un espace extérieur calme. Cette pratique a été déclarée illégale par le tribunal fédéral et suite à cette jurisprudence, M. Flach a déposé une motion qui demandait l'inscription de la pratique de fenêtres d'aération. Après l'adoption de cette motion par le Parlement et malgré la proposition de rejet par le Conseil fédéral, ce dernier a dû mettre en œuvre cette motion. Il s'agit aujourd'hui pour moi de vous présenter cette proposition en vue d'une discussion. Je n'entrerai pas dans les détails de la procédure, mais le projet a été légèrement remanié après la procédure de consultation avant que le Conseil fédéral ne le transmette au Parlement en décembre 2022. Ce projet devrait être discuté au plus tôt en octobre par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Quel est l'objectif de cette modification? Cette modification vise à obtenir une meilleure coordination entre les objectifs d'aménagement du territoire et la protection de la population contre le bruit. En outre, l'un des objectifs était également de formuler plus clairement les critères de droit du bruit pour les permis de construire afin d'augmenter la sécurité juridique et la planification. Du point de vue de la Ligue contre le bruit, le projet ne remplit aucun de ces objectifs et ne fera que faciliter la construction sans pour autant parvenir à un développement urbain de qualité. Le projet affaiblit considérablement la protection contre le bruit et n'apporte ni la sécurité de planification et la sécurité juridique, ni elle ne permet une coordination entre l'aménagement du territoire et la protection contre le bruit. Une telle conclusion ressort de l'étude des textes des articles 22 et 24 de la loi pour la protection de l'environnement. Pourquoi les objectifs subventionnés n'ont pas été atteints? L'article 22, alinéa 1 et 2, correspond à l'article actuel 31 de l'OPB. À la différence que la pesée des intérêts qui devait être effectuée à l'époque a été supprimée. Le principe selon lequel les valeurs limites d'émission doivent être respectées reste inchangé. Mais il est désormais stipulé que l'autorisation de construire n'est accordée que si les limites d'émission peuvent être respectées.
À l'avenir, l'autorité communale disposera d'une marge de manœuvre considérable pour déterminer si l'on se trouve dans une situation conforme à l'article 22, alinéa 1 ou 2 de la LPE. Nous craignons que l'autorité n'applique assez rapidement l'alinéa 2 et n'autorise un déplacement des valeurs limites d'émission. Si aucun recours n'est déposé contre le permis de construire, personne ne contrôle en effet si les valeurs limites d'émission auraient pu être respectées. À l'avenir, les autorités auront justement une grande marge de manœuvre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Or, cela risque, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de mener à à des constructions, à des autorisations de construire sans que les valeurs limites aient été respectées. Or, si l'autorité juge que les valeurs limites d'émission ne peuvent pas être respectées, les valeurs ne doivent plus être respectées. Or, quelle est notre critique? Pour la Ligue contre le bruit, estime que l'article 22 de la LPE ne fixe pas de critères fixes et clairs qui augmenteraient la sécurité du droit de protection au bruit. Et il affaiblit considérablement la protection contre le bruit et ne correspond pas à la pratique des cantons. La proposition va inutilement au-delà de la pratique des FA et les mesures à la source ne sont pas mentionnées. Or, qu'en est-il de l'article 24 de la LPE? Désormais, les valeurs limites mentionnées sous l'alinéa 1 et 2 peuvent, suivant comment, faire l'objet d'une dérogation. Or, ce qui est intéressant, c'est que sous le chiffre C, avec les valeurs, les mesures à la source, des mesures sont prévues, notamment en matière de bruit routier. Mais le Conseil fédéral ne mentionne ni dans la loi ni dans son projet comment la coordination entre les mesures à la source et la planification doivent être faites. Donc j'arrive à ma conclusion avec quelques questions. Il se pose la question si ce projet est conforme à la Constitution, étant donné que la Constitution prévoit la protection des citoyens contre le bruit. Ensuite, la question, est-ce que le projet répond à une véritable nécessité? Or, on voit qu'aujourd'hui, encore 14% de la population est exposée à un bruit excessif de la circulation routière. Et on voit que des mesures permettraient de diviser par 2 le nombre de victimes du bruit. Or, la révision n'a pas tenu compte de ces mesures simples à prendre à la source. En Suisse romande, nous avons également de très bons exemples dans certains cantons ou villes romans ont beaucoup moins de conflits par rapport à l'aménagement du territoire et à l'expansion des
ville vers l'intérieur parce qu'on a pris davantage de mesures. Nous estimons également que cette révision doit être coordonnée avec les autres travaux de révision, car sans quoi ce projet est en opposition avec les projets de la CFLB, la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, que le Conseil fédéral est en train de mettre en application. J'arrive à la fin de ma présentation et je passe la parole à Madame Perego qui tiendra son intervention en français. Donc, pour les personnes qui désirent avoir une interprétation en allemand, il vous faut le canal allemand. Merci beaucoup, Sophie, pour l'introduction. Donc, je continue tout de suite. Effectivement, en français, vu qu'on est dans une organisation nationale, j'estime que c'est OK que je parle en français. J'espère que vous arriverez à suivre. Je suis cette révision depuis un moment et ce que j'ai appris dans ce dossier au fil des échanges est que beaucoup dépend de la perspective que l'on prend. Le projet de modification de la LPE peut être regardé comme étant la meilleure des solutions possibles au vu de ce qui est exigé, ou au contraire comme étant le début de la fin de la protection de la population contre le bruit. Tout dépend bien évidemment aussi des rôles qu'on joue. Vous entendrez Urs Walker, tout de suite après, de l'OFEV, qui défend le projet. Il voit clairement une bonne réponse à la motion FLAIR, à ce qui est exigé, et qui a des arguments convaincants pour le voir ainsi. Vous venez d'entendre Sophie Ribault, qui s'inquiète à juste titre du fait que la révision permet de construire plus facilement dans des endroits bruyants. Vous entendrez aussi le praticien Philippe Hubert, convaincant certainement lui aussi, qui sait de quoi il parle, mais vous savez peut-être aussi que les praticiens cantonaux, entre eux, ne sont pas du même avis et que leurs pratiques, Sophie Ribault l'a aussi dit, notamment en Suisse allemande et Suisse romande, divergent parfois fortement. Personne ne détient la vérité. Et en fin de compte, beaucoup dépend des personnes qui sont derrière et de leur motivation pour appliquer la loi. Afin d'avancer, nous devons continuer de dialoguer et de s'enrichir mutuellement et justement aborder la thématique dans un sens large. C'est pour ça que je suis là, je crois. J'aimerais parler d'un nouveau narratif, le conflit entre densification, développement vers l'intérieur et protection contre le bruit a été le déclencheur pour la motion. On disait alors que le bruit empêche la densification. Gabriela Zutter vient de le dire aussi, enfin, en le minimisant. Pourtant, des études de l'OFEV avaient démontré qu'aucun projet de construction n'avait pas pu être concrétisé en raison du bruit uniquement. On devrait donc dire au contraire qu'il n'y a pas de conflit de densification et lutte contre le bruit. Le nouveau narratif que je vous propose, c'est de dire que la protection contre le bruit, au contraire, favorise la densification. Pourquoi? Nous sommes tenus, de par la loi, de densifier, de développer vers l'intérieur. Si on apporte une meilleure qualité de vie, en particulier en ce qui concerne le bruit, la densification sera plus facilement acceptée par la population. Un premier élément de qualité qui est contenu dans la révision de la LPE est de prévoir des espaces extérieurs calmes, ou en tout cas des espaces extérieurs. Mais ces espaces extérieurs doivent être bien aménagés et avoir une certaine qualité acoustique. C'est ce qui manque actuellement encore dans la LPE comme précision. Pourquoi dis-je densifier avec qualité favorise la protection contre le bruit? Pourquoi faut-il regarder la question du bruit de manière large en prenant en compte la mobilité et l'aménagement du territoire? Parce que si on crée une ville des courtes distances, on favorise les déplacements en mobilité douce et donc des modes de transport silencieux et sains, et on protège efficacement contre le bruit. C'est un changement total de perspective au niveau des transports qui est nécessaire et qui est en route. Vous voyez,
sur la slide une image extraite d'un reportage à la RTS de 1969. L'objectif en 1969, c'était les ondes vertes, permettre la circulation de la voiture la plus fluide possible. Les piétons et les vélos n'étaient certainement pas la priorité. L'autre image que vous voyez à côté, c'est une image qui symbolise un peu la ville des courtes distances, le principe de la ville du quart d'heure, qui contribue à la réduction du bruit en faisant en sorte que les habitants puissent pourvoir à leurs besoins, habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, se former, s'épanouir, avoir des loisirs, à une distance suffisamment courte pour se déplacer à pied. Il s'agit de créer des quartiers et des agglomérations multifonctionnelles et donc plus résilients. C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que va la vision territoriale transfrontalière 2050 du Grand Genève, de l'agglomération du Grand Genève en cours d'élaboration. Les avantages sont évidents. Moins de trafic pendulaire, une meilleure qualité de l'air, moins de bruit, la sécurité des piétons et des cyclistes augmente également. Et de plus, c'est toujours intéressant de savoir, les quartiers de petite taille, semblables à des villages, favorisent aussi l'esprit communautaire. Pourquoi densifier favorise la protection contre le bruit? Parce que si on concentre le milieu bâti, les transports publics se justifient plus et sont plus rentables, ce qui évite des trajets individuels motorisés. Réduire le trafic individuel motorisé, on le sait, est bien évidemment la clé principale pour protéger efficacement contre le bruit routier maintenant. Il faut réfléchir comment y aboutir et c'est ce que fait justement, ce que font les Genevois dans le cadre de réflexion du Grand Genève. C'est ce que fait aussi la ville de Lausanne. Sophie Ribault a mentionné avant un peu les cantons romans et les villes romandes qui étaient très actives pour des mesures à la source. C'est ce que fait donc la ville de Lausanne avec son exigence de réduire la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 sur quasi tout le tronçon en ville, de nuit pour l'instant, mais si tout va bien également prochainement de jour, des tests sont en cours. Pourquoi densifier favorise la protection contre le bruit? Parce que si l'on concentre le milieu bâti, un revêtement phonabsorbant qui coûte cher, parce qu'il faut le renouveler plus souvent qu'un revêtement traditionnel, peut aussi se justifier financièrement. Densifier, oui, pour protéger contre le bruit, comme on l'a vu, mais justement densifier avec qualité. Vous voyez sur la slide 10 mesures qui favorisent la qualité d'un développement vers l'intérieur. Ces 10 aspects, ces 10 mesures de qualité avaient été élaborées par Espace Suisse il y a de cela quelques années. Ils sont toujours d'une grande actualité. Il s'agit par exemple d'aménager des espaces rues, de modérer le trafic, de favoriser la mobilité douce et les réseaux de transport public, un peu les mesures que je vous ai dit avant, et d'autres encore. Ici, vous voyez les mêmes mesures, mais en allemand. La question du bruit doit donc être intégrée très en amont, tout au début de la planification de la ville et des quartiers. Il est par exemple possible de prévoir des zones à faible circulation, de positionner les entreprises et les commerces en minimisant la circulation des voitures dans le quartier, en les maintenant sur les axes principaux, et de favoriser des taux de motorisation plus faibles, par exemple les quartiers sans voiture ou pauvres en voiture. La propagation du son autour des bâtiments et sa perception peuvent aussi être influencées par le choix des matériaux de construction pour l'un, et, cas échéant aussi, par l'aménagement des espaces extérieurs avec de l'eau ou une végétation variée, ce qui fait qu'on accepte plus facilement le bruit. Il nous reste, et j'arrive gentiment à la fin, il nous reste les questions ouvertes selon Espace Suisse par rapport à la révision de la LPE. On se pose la question, est-ce que c'est vraiment aller dans la bonne direction que de faciliter la construction malgré le bruit et au mépris de la santé? Ne faudrait-il pas, et là je rejoins Sophie Ribault, attendre la concrétisation des suites du rapport de la CFLB sur les valeurs limites et les autres recommandations que la CFLB fait, voire même aussi intégrer ces mêmes réflexions dans les suites du travail sur le concept de protection contre le bruit, le Regelungskonzept LERM, qui est en cours. Alors je sais que Walker vous dira on était limité par le temps, parce que ça fait longtemps que M. Flard a déposé sa motion, mais voilà. Par ailleurs, ce qui nous paraît aussi un peu dommage, c'est que la nouvelle réglementation, la révision, ignore la jurisprudence du tribunal fédéral. Bien que le
et développer dans sa pratique des critères clairs quant aux conditions dans lesquelles une dérogation est possible. Par exemple, optimiser la disposition des locaux, c'est une exigence, ou examen de toutes les autres mesures possibles, ou intégration précoce de la thématique du bruit dans la planification, c'était aussi une exigence, ou encore l'ampleur du dépassement comme indice. Tout ça, c'est tombé, il n'y a plus. Dans certains cantons, deuxième point, la fenêtre dite d'aération facilitait la construction tout en permettant néanmoins une certaine qualité de la construction. D'autres cantons utilisaient plutôt les mesures et instruments que j'ai mentionnés sous le thème de la qualité. Est-ce la bonne idée que de flexibiliser encore la fenêtre d'aération, d'aller plus loin que ce qui se faisait déjà dans certains cantons et de permettre de construire des logements dont seule la moitié des chambres possèdent une seule fenêtre d'aération passable? Dans un tel logement, il n'y aura donc aucune chambre réellement protégée contre le bruit, un endroit de repli. Le corollaire de cette plus grande ouverture est que la pression sur des mesures à la source, à notre avis, sera moins forte, même si ce n'est pas les mêmes acteurs, et que la recherche de variantes pour la meilleure solution architecturale possible ne sera plus favorisée. C'est aussi une question de culture du bâti. Après, une des raisons, c'est de dire qu'il y aurait un gain de temps si on clarifiait la pesée des intérêts dès le début, qu'on permettait plus facilement de construire. Mais à mon avis, ce calcul-là n'est pas gagné d'avance, parce que la population sera réfractaire à une densification si elle n'en tire pas de bénéfice, notamment avec une meilleure protection contre le bruit, donc une meilleure santé. En plus, l'aménagement du territoire est une politique transversale, donc d'autres sujets ou intérêts en sus du bruit sont en jeu. Les autorisations de construire ne dépendent pas seulement des questions liées au bruit, mais souvent aussi pour les blocages plutôt de la peur de la densification, dès le moment où elle ne se fait pas avec qualité. Un autre problème qu'on voit, c'est que, vu que ce n'est plus une exception, mais une autorisation, les communes et villes seront seules compétentes pour autoriser les constructions dans des endroits bruyants, alors que jusqu'à maintenant, il fallait l'autorisation du canton. Est-ce que les communes et les villes ont les ressources et les connaissances nécessaires pour le faire? Ce qui voudrait prévoir éventuellement une autorité cantonale qui doit être consultée. Le fait d'éviter la dérogation, l'autorisation exceptionnelle, fait en sorte qu'il n'y a plus en fait de pesée des intérêts. Elle est comme préfaite. Ni d'examen de la proportionnalité, ni d'examen de cas en cas. C'est ce qu'on voulait éviter en fait. Mais la question se pose, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Et finalement, la modification favorise la démolition et la reconstruction. Ça, c'est un peu un jeu unglücklich, comme vous diriez en allemand, de cette révision. Si un bâtiment subit des modifications importantes, il doit être considéré comme une nouvelle construction. En d'autres termes, si un appartement dispose de pièces bruyantes, la loi empêche en grande partie d'ajouter une pièce calme à l'appartement par une nouvelle répartition du plan, une extension, une surélévation, car l'appartement serait alors soumis aux exigences d'une nouvelle construction, c'est-à-dire des exigences d'isolation acoustique plus strictes, ce qui est en fait bien, mais pourtant la qualité de l'habitat pourrait être nettement améliorée par de telles mesures. Donc là, il y a comme une pesée des intérêts qui ne peut plus être faite. La démolition d'un bâtiment existant va à l'encontre des objectifs climatiques et empêche finalement la création de logements diversifiés. Je crois savoir que les architectes craignent que lorsque la vague de nouvelles constructions de remplacement déferlera sur les sites bruyants, ce sont malheureusement, et ce n'est pas du tout dans le besoin actuel, ce sont surtout les logements anciens et bon marché qui disparaîtront les premiers. Et le fait d'exiger une bonne isolation intérieure rend également la rénovation d'anciens bâtiments difficile et favorise leur démolition. Dans le contexte de la transition énergétique dans laquelle on est, et pour répondre aux besoins, à l'exigence de développer l'urbanisation vers l'intérieur, adopter des mesures qui limitent le bruit à la source, comme le font, maintenant j'ai brièvement présenté Lausanne et Genève, cas échéant en allant jusqu'à réduire la mobilité, qu'elle soit électrique ou carbonée, paraît juste évident. Cela permet d'éviter des mesures constructives telles que proposées dans la révision de la LPE qui risquent de faire fi de la qualité du bâti et de la santé des usagers. Encore faut-il
le courage et la volonté politique de suivre les bons exemples et d'agir dans ce sens. Des mesures prises à la source étaient et sont toujours possibles, bien sûr, et demandées, mais l'urgence de les prendre est, à notre avis, affaiblie par la révision. Dommage que l'enrichissement mutuel entre cantons, Suisse alémanique et Suisse romand, n'ait pas réussi à démontrer que d'autres chemins sont possibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christa Perego, de cet point de vue d'espace suisse. Nous allons passer directement à la vue de Cercle Bruit avec Philippe Huber qui va nous présenter son intervention. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Le Cercle Bruit estime que les nouvelles zones à bâtir puissent bénéficier de certaines exceptions sont bénéfiques. L'obligation de respecter les valeurs de planification pour les zones non équipées a toutefois été supprimée. Donc, nous avons là une contradiction entre la protection contre le bruit. Nous avons l'impression que ces modifications apportées à l'année 2 est positif. Nous saluons également la modification du plan d'affectation visant à accroître l'espace habitable et qu'il n'est possible de donc nous voyons qu'il y a des améliorations qui ont été faites au niveau du projet présenté, projet de modification. En revanche, en rouge, ce qui nous satisfait pas, c'est ce qui concerne l'article 22 de la loi sur la protection de l'environnement, le permis de construire dans les zones affectées par le bruit. Le fait d'avoir une réglementation qui n'accepte pas les exceptions semble extrêmement difficile à mettre en place. Nous avons fait une proposition de la part de Cercle Bruit, mais malheureusement, des points importants n'ont pas été pris en compte, comme l'a mentionné Madame Ribaud. J'aimerais vous montrer maintenant quelques exemples pour visualiser l'influence de cette nouvelle loi ou des modifications prévues. Vous voyez ici une situation classique, comme nous les trouvons souvent le long de routes cantonales avec une forte circulation. Nous avons de jour 68 décibels et de nuit 58 décibels. Nous avons une zone mixte. Or, nous voyons que les valeurs limites d'émission ne sont pas satisfaites, sont dépassées de 3 décibels. Vous voyez que les pièces qui sont moins sensibles au bruit sont passées du côté de la route. Par exemple, là, les WC
et la salle de bain, alors que les chambres à coucher sont placées à l'arrière avec des valeurs qui correspondent aux valeurs limites d'émission entre 60 le jour et 50 la nuit. Nous arrivons donc ici à avoir des valeurs tout à fait correctes et qui ne posent aucun problème pour la santé. Vous voyez ici le salon qui a une fenêtre du côté rue où le bruit est supérieur aux émissions limites, mais il y a une fenêtre latérale pour pouvoir aérer la pièce. À ce moment-là, nous avons ajouté un point jaune, étant donné que nous avons une situation dans laquelle certaines valeurs ne peuvent pas être respectées par certaines fenêtres. Mais comme la pièce peut être aérée par une fenêtre à l'arrière, nous pouvons donc accorder une autorisation de permis de construire à ce type d'appartement avec bonne conscience. Comme un plan d'appartement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, n'est pas toujours possible, nous acceptons également qu'une chambre se situe en zone rouge parce qu'il n'y a aucune fenêtre qui donne sur un espace situé au-dessous des valeurs limites d'émission. Vous avez ici pour le degré de sensibilité 2, 60, 50, une chambre qui donne à l'arrière. Et pour le degré de sensibilité 3, nous avons une chambre, non, pardon, la chambre rouge dépasse le degré de sensibilité 3. Cela implique donc que le long de routes cantonales, des immeubles relativement étroits puissent être construits où on a sur le côté tranquille la possibilité d'avoir des fenêtres avec une orientation vers un DS2. Or, voici ce qui nous attend si les modifications sont acceptées. On pourrait à ce moment-là avoir 2 chambres donnant sur la route. En revanche, on a une loggia qui se situe juste au niveau des de la degré de sensibilité. Le nouveau règlement accepterait, donnerait une autorisation à ce type de construction. Or, vous voyez que les habitants de cet appartement sont en permanence exposés au bruit. Il ne sera pas possible dans cet appartement de dormir la fenêtre ouverte, par exemple. Le nouveau projet de révision de la loi accepte également des fenêtres, des chambres, des pièces rouges à partir d'un 5 pièces. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez le droit d'avoir 2 chambres rouges. Or, le nouveau règlement ne prévoit aucune compensation de ces chambres rouges avec des pièces satisfaisant au degré de sensibilité numéro 1. Donc,
tout l'appartement peut être orienté vers la route. Si on prend un exemple d'appartement en coin, nous pouvons avoir, ce qui est autorisé, c'est d'avoir même la valeur alarme qui est dépassée, valeur alarme de 71 décibels pendant la journée. Étant donné que la loggia respecte la valeur limite d'émission, ce projet recevrait également une autorisation de construire. Donc, ce type de projet risque d'être accepté. Or, on voit, grâce à ces exemples, que la révision de la LPE amène un grand déficit au niveau de la protection contre le bruit. Un grand merci, Philippe Huber, pour cette présentation détaillée par rapport à ce qui serait possible, ce qui aura possible éventuellement à l'avenir. Je passe la parole au responsable de la division bruit et du rayonnement non ionisant, Urs Walker, va probablement réagir par rapport aux questions qui ont été mentionnées. Monsieur Walker, merci beaucoup déjà de votre invitation. J'apprécie énormément qu'on puisse échanger. Je crois qu'on a entendu de nombreuses critiques de différentes personnes. La protection contre le bruit, c'est quelque chose d'important également pour nous, même si vous avez peut-être l'impression que on ne prend pas le problème au sérieux. Au contraire, c'est un problème que nous prenons très au sérieux. Or, la mention FLAR est un mandat au Conseil fédéral qui désire un développement vers l'intérieur des villes tout en respectant la protection contre le bruit. Donc, c'est vrai qu'on se trouve un peu dans un grand écart entre développement de l'espace constructible et de la protection contre le bruit. Une deuxième raison pour ces modifications, c'est le plan national qui date de 2017 pour la réduction contre le bruit et il prévoit la création d'espaces de loisirs pour les personnes vivant dans un environnement bruyant. Or, le Conseil fédéral a dû tenir compte de ces deux positions, d'une part de la densification nécessaire de nos villes et de la création d'espaces de loisirs et de récupération pour la population. Madame Perego avait mentionné tout à l'heure, lorsqu'on réfléchit à la densification, il faut forcément aussi réfléchir au bruit dans ces zones densifiées. D'autre part, c'est vrai que l'autorisation de construire ne dépend plus d'autorités cantonales, mais les critères sont formulés aussi clairement que possible. C'est ce que Monsieur Hubert a mentionné tout à l'heure. Donc voilà les conditions et nous avons eu pour mandat de trouver une solution. Et il me semble que ces solutions sont équilibrées.
elles permettent de construire au sein de nos villes. On a mentionné ce qui était écrit dans la N77 avec ces centaines d'appartements dont la construction est bloquée. Donc, on peut répondre aux besoins d'appartements. Et nous avons également une réponse par rapport à la création d'espaces tranquilles. Je me suis noté quelques questions, peut-être que je peux y répondre. Donc, je commence par le début. Il y avait d'une part la conformité à la conformité à la Constitution, pardon. Oui, on a effectué des tests, des contrôles et elle est en effet conforme à la Constitution. Après, est-ce que le projet de révision est vraiment nécessaire? Oui, bien sûr, je crois que vous préfériez de prendre des mesures en amont, mais on va pas pouvoir le faire immédiatement. Or, il nous faut une solution pour la densification des villes. Ensuite, un point important, la question de Madame Ribaud par rapport à la coordination avec le rapport de la CFLB. Vous avez décrit cela correctement. Le rapport a été publié en 2021. Nous effectuons maintenant une évaluation des mesures pour voir quand et dans quel cas nous pouvons mettre en place quelque chose. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de coordonner ces deux choses parce qu'une chose s'effectue au niveau de la législation. Or, la modification des valeurs limites serait au niveau de l'ordonnance et pas de la loi pour la protection de l'environnement. Un autre point, c'est la pression ou la diminution de trouver la diminution de pression sur les solutions à la source. Là, je ne partage pas votre opinion. D'une part, les directives pour les assainissements et pour les nouvelles constructions restent telles quelles. Les mesures sont davantage disponibles aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et le fait que le bruit dérange, ça reste. Donc, je pense pas que ça affaiblisse la pression sur les solutions à la source. Je me suis aussi noté, est-ce que les communes ont les compétences de juger la situation acoustique au niveau d'un permis de construire? Bien sûr qu'il y a différentes exigences par rapport à une construction et toutes ces exigences doivent être évaluées par les communes si elles sont responsables d'accorder le permis de construire. Donc, s'il y a des lacunes à ce niveau-là, le canton est responsable de faire ce qu'il faut pour les compenser. Voilà, ce sont les questions que je m'étais notées. Vu que le temps passe, je vous redonne la parole. Il y a peut-être d'autres questions du public également. Merci beaucoup, Monsieur Walker, pour vos réponses. Nous avons une question par rapport à pourquoi est-ce que le Conseil fédéral va plus loin que la motion Flare. La motion Flare prévoyait la légalisation de la pratique de ces fenêtres d'aération et comme Philippe Huber l'a mentionné, là on va beaucoup plus loin que ça. Il y aurait
des pièces dans un 5 pièces, il y aurait jusqu'à 2 pièces côté bruit. Et donc là, vraiment, ça va beaucoup plus loin que ce que prévoyait la motion Fleur, sans avoir la pression de la motion. Pourquoi? Oui, je crois que la question, c'est cette pratique des fenêtres d'aération. Elle n'est pas établie au niveau suisse. On parle toujours de la pratique de la fenêtre d'aération, mais ce sont avant tout les pratiques des cantons de Zurich et d'Argovie et de quelques autres qui se sont joints à cela. Mais nous avons également deux prises de position, l'une de Suisse romande, l'une de Suisse alématique, qui se couvrent pas forcément. Donc, il n'y a pas vraiment de pratique fixe, mais il y a tout simplement les pratiques des cantons, notamment d'Argovie et de Zurich. Et c'est la solution qui a semblé pertinente dans ces endroits-là, mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle devrait être appliquée à toute la Suisse. Merci beaucoup. Nous avons encore une question dans le chat. Reto Schmidt nous écrit. Je ne suis pas sûre que le Conseil fédéral, au niveau de la mise en place des propositions de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, puisse attendre. Est-ce que vous avez des informations peut-être par rapport à l'état des lieux de la révision, enfin de l'étude de cette étude, des propositions de la CFLB, pardon. Oui, le rapport a été accepté et actuellement nous sommes en train d'évaluer les conséquences économiques, sociétales et environnementales, de les analyser, de les évaluer. Ça sera fait d'ici la fin de l'année et sur la base de cette analyse, nous pourrons décider des prochaines mesures à appliquer. Est-ce que Reto Schmidt écrit? Oui, c'est vrai, mais le temps nous le montrera. L'exigence du cercle bruit, notamment, c'est d'avoir au moins en compensation un espace extérieur tranquille ou au moins un espace intérieur également tranquille par unité d'habitation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu compte de ça? Donc, on a trouvé au niveau de la consultation que c'était des mesures trop compliquées, que c'était à nouveau une décision des autorités. Et il n'est pas très clair non plus ce que ces espaces ou ces pièces signifient par rapport à l'assainissement des routes. Donc là aussi, il y a eu des oppositions. Et finalement, je trouve que c'est un bon argument, cette constellation avec un espace calme qui rentre en degré de sensibilité 2 à l'arrière de l'appartement signifie que ça devrait être un immeuble situé dans une zone mixte ou une zone industrielle. Or, il semble que c'est également une décision de planification par rapport à la définition des différentes zones.
peut-être juste une remarque par rapport à cela. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes bien obligés d'avoir des immeubles d'habitation le long de routes cantonales et des passages de la DS2 à la DS au degré de sensibilité 3. Aujourd'hui également, même avec un revêtement anti-bruit, on dépasse malgré tout les limites d'émission du degré de sensibilité 3. Or, c'est la pratique également des fenêtres d'aération. Il y a toutefois 10 cantons qui ont utilisé cette pratique, comme je l'ai montré, et 2 villes, Zurich et Bâle. Par rapport à la décision du tribunal fédéral, dans ces cas, dans un cas, la Bederstraße à Zurich, il y avait seulement les espaces de vie, donc salle à manger, salle de séjour qui étaient du côté bruyant et les autres chambres à coucher, etc., étaient du côté tranquille. Et il faudrait vraiment pouvoir avoir ce type de configuration. Si je peux ajouter quelque chose, c'est un point extrêmement important. Cette révision, on ne parle pas seulement de protection contre le bruit, parce que j'entends des architectes qui essayent de proposer des appartements avec des pièces protégées par le bruit, protégées du bruit, alors que au final, après, on voit qu'il y a des solutions qui sont choisies qui protègent beaucoup moins les futurs habitants de ces logements. J'entends par exemple dans la ville de Zurich qu'il y a une pratique qui était établie et qu'on pourrait extrêmement bien construire aussi avec ces pièces supplémentaires. Euh, le tribunal fédéral n'a pas dit qu'il n'était pas autorisé de construire dans des zones bruyantes. Il s'agit juste de voir comment configurer les appartements et comment on peut prendre en considération dès le début le bruit pour arriver à prendre des mesures pertinentes. Merci beaucoup. Nous avons encore 2 questions dans le chat de Dominique Muller qui portent sur la modification de la loi au niveau de l'article 24 alinéa 3. Il demande à quel moment comment est prise la décision et avec quels instruments? Donc l'article 24 alinéa 3 qui prévoit une dérogation pour une zone à bâtir peut être délimitée ou une modification du plan d'affectation dans une zone à bâtir peut être autorisée si certaines conditions sont réunies. Donc, soit on décide de densifier, soit on décide de construire un nouvel endroit. Donc ça, c'est l'instrument. Et après, la question comment mettre en place les mesures, je pense que dans le cadre du
décret sur le plan d'affectation, on va voir comment on peut sécuriser également les accès et les différents points. Merci beaucoup, Monsieur Walker. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons encore différentes interventions dans le chat auxquelles malheureusement nous ne pouvons plus répondre. Nous avons encore préparé une petite enquête pour vous. Donc, juste pour avoir votre point de vue par rapport à la révision de la LPE, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que numéro 2, elle va dans la bonne direction, mais il faut encore la modifier? Numéro 3, elle va dans la bonne direction, mais chaque unité d'habitat doit avoir un espace extérieur calme. Réponse 4, il faut absolument l'améliorer dans différents points pour arriver à satisfaire aux besoins de la protection contre le bruit. Et 5e réponse, elle devrait être refusée et complètement rédigée en tenant compte de la protection contre le bruit. Voilà, les premières réponses arrivent actuellement. Donc, plus ou moins, la première ligne, c'est vous êtes complètement d'accord avec la révision et ça va de moins en moins. Et nous allons voir maintenant les résultats. Donc, 0 voix pour la première réponse. Donc, c'est la commission de l'environnement du Conseil des États qui va traiter maintenant de cette révision. On verra ce que fait la commission avec cela, si elle renvoie la copie pour un remaniement complet. On le verra, la motion est tout au début du processus politique et ça dure encore extrêmement longtemps jusqu'à ce que toutes les discussions aient lieu. Et depuis plusieurs mois déjà également, on en entend beaucoup parler dans les médias. La Ligue contre le bruit va consacrer à ce sujet son congrès national au mois de novembre. On va voir là également les conflits d'intérêts et les possibilités de solutions, qu'elles soient architecturales, techniques ou autres. Vous êtes d'ores et déjà invités à cette conférence en mois de novembre. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Un grand merci à tous les